Bonsoir. Très rapidement, je présente l'agence qui a la particularité d'être constituée d'architectes et d'ingénieurs au sein d'un même édifice et d'une même structure. Donc l'ensemble des architectes et des ingénieurs que comprend l'agence travaillent vraiment ensemble et donc est embarqué dans une même histoire sur chacun des projets avec les mêmes intentions. Voilà. Donc il y a un vrai partage des savoirs et des savoir-faire entre architectes et ingénieurs au sein de l'agence. Donc je voulais remercier bien sûr Construire Acier de nous avoir conviés à ce débat ou à cette présentation. Pardon, vous m'entendez? Je parle peut-être pas assez près du micro. Même si pour nous l'exercice était un peu difficile parce qu'on nous a demandé de venir la semaine dernière, ou il y a 10 jours, et que c'était un peu court pour nous préparer. Et puis l'exercice était difficile aussi pour nous parce que finalement, parler de l'acier, ça n'a pas forcément bonne presse, et notamment parce qu'on parle beaucoup de matériaux biosourcés en ce moment, et que ce qu'on attend des architectes en ce moment, c'est d'être plutôt positionné sur ces matériaux-là. Donc évidemment qu'on l'est aussi, mais ce soir, on est venu vous parler de comment l'acier se positionne dans notre production, comment il est efficace et judicieux, comment il peut s'associer à d'autres matériaux, et en particulier comment il peut être le meilleur ami du bois, on le verra, dans certains des projets qui seront présentés. Donc nous, on voulait introduire ce propos, Patriarche en a parlé un peu, en disant qu'il n'y avait pas d'a priori sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on aborde le projet, chaque programme, chaque contexte, de façon nouvelle. Voilà, on fait page neuve et c'est vraiment le contexte, les usages, les besoins, la programmation qui va nous permettre de réagir et de choisir le bon matériau adapté, vous m'entendez toujours, adapté à ces contraintes. C'est vraiment la narration du projet qui va fabriquer la matérialité et qui va répondre aux contraintes structurelles ou programmatiques du projet. Donc, malgré tout, on est venu ici parler, donc là on voit bien une série de matériaux qui est présentée, mais malgré tout, ce soir on est venu vous parler de l'acier. On va essayer de vous montrer pourquoi l'acier est si présent dans notre production et pourquoi il est si adapté dans certaines situations, notamment au travers de ces 4 projets qu'on va vous présenter là juste après. Le premier, c'est cet ouvrage de piscine Édouard Pailleron, qui se trouve dans le 19e arrondissement, où là, l'idée, c'était vraiment de réussir à faire que la structure qui permet de couvrir cet ouvrage soit la plus fine possible et laisse cette très grande transparence sur le ciel. Et on n'imaginait pas venir avec des choses trop massives ou trop présentes dans ce rapport au ciel et dans ce rapport à ce bâtiment préexistant. Là, de la même façon, l'acier s'est imposé, même si, comme je vous le dis, il n'y a pas d'a priori, mais s'est imposé dans l'écriture du projet et dans la narration qu'on a voulu en faire ici. Notre position, c'était de se dire que la structure, elle devait s'installer dans la grande longueur, dans la longueur du grand bassin. Donc c'est une piscine qu'on vient de livrer à Reims. C'est vrai que je ne présente pas forcément chacun des projets de façon très explicite, mais c'est un équipement aquatique qu'on vient de livrer à Reims. Et on a un très beau bassin de 50 mètres, en regard duquel on a voulu mettre ces structures qui portent dans la longueur pour accompagner finalement le mouvement du nageur et faire que la structure s'inscrive dans l'effort et que la lumière, elle, accompagne la direction du grand bassin et donc accompagne le mouvement du nageur. Ici à Roland-Garros, donc c'est le cours Simone Mathieu, on voit que l'usage du verre et de l'acier permet de proposer une réinterprétation des serres existantes de Formigé et que c'est seule l'association de ces deux matériaux-là qui permet de répondre aussi harmonieusement au site préexistant. Ici, c'est la passerelle Solferino. Donc l'usage de l'acier permet ici d'avoir une structure qui garde une très grande légèreté, de respecter donc le paysage existant et on peut s'interroger sur les autres possibilités. Donc pour franchir 120 mètres, est-ce qu'il aurait été pertinent de le faire avec du bois ou avec un tablier en béton? Et on pense que la meilleure réponse, elle est apportée grâce aux matériaux acier et ses potentialités structurelles. Comme le disait Guillaume un peu en introduction, alors au risque d'être un peu polémique, c'est vrai que l'acier n'a pas forcément bonne presse. Et on voulait juste revenir un peu sur les raisons pour lesquelles
il a été un peu décrié ces derniers temps. Donc, il y a le label E+C- qui a été créé en 2015 et qui sert de base à la RE 2020. Et donc, c'est une norme qui est focalisée uniquement sur les émissions de CO2, donc qui demande de calculer le kilogramme équivalent CO2 par quantité de matériaux. Donc ici, on voit les 4 principaux matériaux de construction, qui sont le bois, l'acier, le béton et le verre, avec donc dans la colonne du milieu, le CO2 émis par kilogramme CO2 équivalent, et dans la dernière colonne, le CO2 stocké équivalent. Donc vous voyez qu'il n'y a que pour le bois où il y a du carbone qui est stocké. Et ça explique le fait que dans ces calculs d'ACV, le bois sort souvent très favorable par rapport à d'autres matériaux que sont le béton, l'acier en comparaison. Donc là, les chiffres sont un peu provocateur, mais la vraie interrogation, c'est plutôt de se demander comment est-ce qu'une méthode de calcul, qui pour des architectes peut être une boîte noire, puisque ce n'est pas eux qui ont la main là-dessus, va influencer une production architecturale à l'échelle d'un pays et aussi une commande architecturale, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les rendus de concours, c'est très souvent du bois. Même dans les programmes de concours, il y a des exigences à 100% bois ou avec des taux d'utilisation du bois qui sont très élevés. Et souvent, ce n'est pas mis au regard de la réalité des potentialités des autres matériaux. Est-ce que vous pouvez juste venir sur la oui. slide d'avant? En fait, en gros, si on comprend bien, ces 3 schémas montrent que si on prend en compte la fin de vie, le matériau bois est quand même très carboné. C'est ce qu'on va voir après sur le recyclage. Je spoil un peu là, c'est ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un déséquilibre assez fort entre les trois matériaux, mais c'est regardé seulement au prisme de l'équivalent CO2. Et donc, on voulait remettre cette phrase de Donella et Denis Meadows, que pour certains, vous connaissez sûrement déjà, qui replace aussi le débat sur la question de la durée de vie, du recyclage et de la quantité de matière qui... en multipliant la durée de vie par 2, en multipliant le recyclage par 2 et en mobilisant 2 fois moins de matière, on pourrait réduire par 8 le flux de matière. Donc, par rapport aux matériaux acier qui nous intéressent aujourd'hui, la question du recyclage, elle est fondamentale. On voit ici, donc l'acier sur la droite, qu'il y a un taux de recyclage de 93%. Les chiffres en détail, ce n'est pas forcément le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les différents matériaux. Pour le bois, on voit qu'il y a 58% du bois qui part plutôt dans des décharges. Il y en a 13% qui va être recyclé, 6% qui va être incinéré. Et pour le béton, on arrive à en recycler 20%. C'est corrélé aussi à la durée de vie, puisque l'acier, on peut le recycler, et on peut le recycler beaucoup de fois. Pour le bois et pour le béton, c'est une question qui est un peu plus délicate, sur laquelle on n'a pas forcément toujours de réponse aujourd'hui. Mais on a du mal à imaginer comment on va pouvoir recycler plusieurs fois du bois, plusieurs fois des gravats de béton, autant que l'acier. Cette image-là, juste sur le recyclage, c'est plus une interrogation qu'une porte ouverte peut-être à des discussions sur ce qui est disponible, sur les données de recyclage dans les bases de données françaises qui permettent de faire des calculs d'ACV. Donc en jaune, c'est ce qui est disponible dans les données IGNES, et donc tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est disponible dans d'autres bases de données américaines, au Royaume-Uni par exemple. Et donc on voit qu'on a beaucoup plus de données disponibles sur l'acier, et donc sur le dernier histogramme, on voit que pour un acier recyclé à 100%, on arrive à diviser sur l'étape de production presque par 2 l'impact carbone. Comment est-ce que ces données-là sont prises en compte dans le calcul des ACV? Comment on peut intégrer davantage le recyclage? C'est des questions qu'on se pose dans notre pratique, notamment parce que donc, les projets sur lesquels on travaille, ils ont la spécificité d'être liés à des questions de franchissement avec des moyennes et des grandes portées. On travaille beaucoup sur des piscines, des équipements sportifs, et donc des ouvrages d'art, des ponts et des passerelles, pour lesquels l'acier est un matériau qu'on utilise extrêmement souvent.
On va vous présenter, je vais laisser la parole à Guillaume, des exemples d'application de l'acier dans nos projets. Oui. Oui, parce que ce qu'on veut en complément de ce regard sur le bilan carbone et sur le cycle de vie, ce qu'on veut aussi dire dans le cadre de notre pratique, c'est que l'acier, finalement, il peut aussi rendre un service à la ville en allant chercher des situations urbaines qui sont, que seul l'acier peut finalement assumer. Et donc l'acier, pour nous, c'est aussi une manière opportuniste d'aller fabriquer la ville, d'aller chercher du foncier, et d'aller, comme on le présente sur ce projet-là, par exemple, surélever un bâtiment existant. On a vu tout à l'heure, au travers de différents projets présentés précédemment, que l'acier, évidemment, est très léger. Et là, dans le cadre de la reconversion des entrepôts McDonald's, ce que nous a permis l'acier, c'était de réussir à s'inscrire dans une décharge de charge qui était donnée par un bâtiment existant en béton. Donc une allocation de charge très précise qui était attribuée à ce bâtiment de bureau qui venait se poser sur le bâtiment existant. Et donc, nous, on a travaillé à partir d'une structure acier qui était basée sur une trame de 8 mètres par 8 mètres 50, qui était la trame de béton du bâtiment existant. Et nous, on a tenu à la reproduire vraiment de façon systématique. C'est ce qui nous a permis d'optimiser le gabarit enveloppe qui était donné par la ville de Paris, donc de s'inscrire vraiment au maximum du gabarit qui était donné. Évidemment, d'optimiser la surface, de produire plus de surface dans ce même gabarit enveloppe, parce qu'on avait des retombées de structures qui étaient optimisées. Et on le verra tout à l'heure avec un système de poutres alvéolaires dans lequel on pouvait passer les réseaux, donc on est très, très performant en termes de hauteur d'étage. Et puis de créer une espèce de structure tridimensionnelle, modulaire, qui permettait d'accueillir tous les usages du bâtiment, les salles de réunion, les noyaux de circulation, etc. Donc c'était vraiment une résie tridimensionnelle qui s'est développée comme ça sur ce bâtiment préexistant. Et il nous semble que voilà, une des qualités de l'acier, ou en tout cas le regard qu'on doit avoir, ce n'est pas seulement le cycle de vie, le mode de production, mais c'est aussi comment chacun des matériaux va pouvoir répondre à des situations particulières et à fabriquer une ville durable aussi par cette voie-là. Un des autres projets qu'on voudrait vous présenter, c'est le bâtiment pont qu'on a réalisé dans le 13e arrondissement, où là aussi il s'agissait d'aller conquérir des espaces, du foncier là où il n'existe pas, et notamment de venir prendre possession de ces voies ferrées à un endroit où il n'était plus possible de réaliser des poteaux de structure pour appuyer des bâtiments, mais où il fallait franchir totalement les 60 mètres de voies ferrées ici. Et donc c'est à partir de l'acier qu'on a développé ce projet-là, qui nous a apparu le plus judicieux, parce qu'il savait franchir ces 60 mètres, mais aussi libérer le rez-de-chaussée, libérer les espaces qui vont s'adresser à l'espace public, et finalement réussir à faire un bâtiment assez, je dirais, comparable à d'autres, sans ces contraintes structurelles, parce que l'acier, justement, nous a permis de libérer le sol. Comme on le voit sur ce petit schéma, là, on a mis en place 4 poutres, 2 de franchissement et 2 autres de confortement du système structurel, avec 4 noyaux qui viennent relier l'ensemble de ces poutres. Et ça, c'est la structure primaire qui a libéré totalement le sol, mais aussi les usages dans tous les étages du bureau. Donc en fait, ça a un côté libératoire parce qu'on vient créer des surfaces là où on ne l'attendait pas, et ça a un côté libératoire parce que ça vient au service de l'usage créer des situations en regard des bureaux qui sont assez exceptionnelles, parce que finalement, la structure qui était déployée ici pour franchir, elle nous permettait beaucoup d'audace sur les usages, sur le positionnement de la façade, sur les reculs, les retraits, les double hauteurs. Et ça a permis de créer des espaces assez magiques en regard des espaces de bureaux qui se développaient à l'intérieur, comme cette terrasse double hauteur tournée vers la station F. On peut passer. Voilà. Pour nous, l'acier, c'est aussi un matériau qui peut un peu s'effacer ou disparaître, même si on aime beaucoup le dessiner, le travailler, exprimer le passage des efforts au travers de sa géométrie. Tu peux peut-être avancer, mais il permet quand même de fabriquer des espaces très ouverts sur l'extérieur, très largement en contact avec, si tu avances, avec le ciel, avec le jardin qui est développé et proposé dans ce projet-là, qui est le projet d'AgroParisTech à Saclay, qui est un grand campus universitaire sur lequel on a voulu positionner un élément un peu vitrine de ce qui se passera sur ce campus,
qui est aussi un lieu de rencontre, de sérendipité à la rencontre des différents usagers entre les chercheurs qui seront ici dans ce bâtiment, les étudiants et les enseignants. Et donc ce grand volume qui est finalement un espace intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur se devait d'être extrêmement léger dans la structure qui portait son enveloppe. Et donc on a réussi à produire ce très grand volume de 20 mètres de haut, avec une double peau en verre pour se protéger bien sûr, mais où la structure est suffisamment fine et élégante pour laisser place au ciel et au paysage qui nous entoure. On peut avancer. Alors ici, c'est un projet de passerelle au Luxembourg qui va connecter donc l'avenue principale du plateau de Kirchberg à l'actuel musée d'art moderne. C'est un projet assez particulier parce que c'est dans un site très contraint. C'est une passerelle qui franchit une forêt qui est protégée. Donc les contraintes du programme étaient de minimiser les points d'appui au sol, minimiser le volume des fondations, minimiser les interventions sur site, à la fois au moment du chantier et à la fois dans la vie de l'ouvrage. Et ces raisons-là, elles nous ont conduites à utiliser le métal et en particulier l'inox, puisque c'est un matériau qui a la spécificité de ne pas avoir besoin de protection contre la corrosion, donc il n'a besoin d'aucun d'entretien sur le temps. Et c'est aussi un matériau qui va nous servir à la fois pour la structure et à la fois pour la matière, puisqu'en fait, on a travaillé une matière qui est polie, qui permet de réfléchir le contexte dans lequel l'ouvrage est implanté, donc à savoir la forêt, et qui va créer un dialogue entre la nature et l'architecture, et une frontière entre l'art et l'architecture, puisque c'est vraiment un projet très singulier. C'est la première fois qu'on fait un projet 100% en inox, donc c'est la performance aussi qui permet, du matériau inox, qui permet d'avoir un ouvrage très léger. On ne voit pas les piles ici, mais elles sont extrêmement fines, et donc on a des descentes de charge très faibles sur le sol. On voit bien cet exemple que vraiment ce qui est important, c'est la narration, c'est le projet tel qu'on veut le traduire ici. C'était la réflexion du paysage environnant, et l'inox s'est imposé à nous, voilà, dans cette approche et cette implantation qui était proposée dans ce paysage-là. Évidemment, ce qu'on voulait vous présenter ici aussi, ce sont des projets qui montrent que l'acier il peut très bien s'associer à d'autres matériaux, et que finalement l'assemblage des matériaux permet de tirer le meilleur parti de chacun de ces matériaux qui sont utilisés dans la construction. Donc on va vous illustrer ça par trois ou quatre projets où finalement l'acier vient se mettre au service du bois, on le verra, du BFUP aussi, sur la gare de Montpellier. Donc ce premier projet, c'est le projet de Viry-Châtillon, qui est un équipement aquatique, où on a associé des poutres lamellées-collées à une structure qui était sous-tendue par une structure métallique qui permettait d'affiner le bois, là où tout seul, en fait, il aurait été plus volumineux que ça, et il n'aurait pas permis la très grande transparence qu'on a, si tu peux avancer. Voilà, donc ce sont une série de palmes qui viennent s'assembler en structure acier-bois, et voilà, qui nous a permis d'alléger cette toiture et d'ouvrir très largement sur le paysage environnant et sur le ciel à nouveau, pour trouver partout dans l'espace de la piscine de la lumière naturelle. Ici, dans un autre cadre et avec un autre assemblage, ce qui était pour nous essentiel pour donc la gare TGV de Montpellier qu'on a réalisée et livrée en 2018, on voulait un matériau qui fasse de l'ombre. On voulait créer une halle à l'abri du soleil, et on avait fait le choix de travailler avec du béton, et en particulier avec le béton fibré ultra performant. Ce béton seul était extraordinaire pour ses capacités matérielles, structurelles, et pour sa capacité à créer l'étanchéité du volume par lui seul, mais il ne pouvait pas tout seul assumer la couverture d'une halle de 80 mètres de large par 100 mètres de long. Et donc il a fallu l'associer à une charpente métallique primaire, qui était représentée sur cette axonométrie, sur laquelle on est venu positionner des éléments préfabriqués en béton fibré ultra performant, qui eux, chacun, assumaient une portée de 16 mètres, et qui venaient comme ça chevaucher les poutres de la structure primaire métallique. Donc finalement, c'est vraiment voilà, l'acier qui se met au service d'une intention structurelle, d'une intention architecturale, d'une ambiance, et ensemble, le bois, l'acier, le BFUP et l'acier
viennent créer et révéler ces intentions de projet. Ce sera un dernier exemple où on a fait l'expérimentation du mix matériotique sur un ouvrage d'art. C'est une passerelle sur la Loire à Blois, où on a donc c'est une poutre à inertie variable, donc c'est des portées qui sont assez faibles, de 50 mètres. Ça s'appropriait assez bien à utiliser l'acier et le bois. Et donc la membrure, on a une membrure qui suit les efforts de moment et qui est sollicitée donc sur la longueur de l'ouvrage uniquement en compression, tandis que les éléments en acier sont sollicités en traction ou en flexion. Donc ça répond là aussi à la logique du bon matériau au bon endroit. Et on voit que l'utilisation du bois avec l'acier permet de participer à une écriture architecturale singulière, où chaque matériau s'exprime selon ses potentialités, où les éléments en acier sont très fins et la membrure en bois elle est beaucoup plus épaisse et souligne le profil de l'ouvrage. Et pour terminer, toujours sur ce même registre, cette piscine qu'on a développée pour Mayotte, où là on avait la volonté de créer ces grandes feuilles en bois qui couvraient la piscine et laissaient passer la lumière. Mais ce qu'on voulait dans le rapport au sol, entre les bassins et dans le bassin elle-même, c'était quand même profiter d'une très grande transparence. Et donc là encore, on a trouvé une très grande complémentarité entre le bois et l'acier, puisque on a décidé de poser ces grandes feuilles de bois sur des poteaux métalliques qui, eux, pouvaient être optimisés, très fins, et conserver une très grande transparence à l'intérieur de la halle. C'est cet assemblage. Merci. Cet assemblage qui se met du coup au service du projet et du choix. Et vraiment, le choix du matériau passe toujours par cette préoccupation du bon matériau au bon endroit, de la bonne réponse, de la juste réponse. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez finir sur cette belle image et sur cette belle phrase.